Bonjour à tous, nous sommes cette semaine au village moto de Nantes et puisque nous sommes chez Kawasaki, nous sommes invités chez Kawasaki, on parlera de compétition, on parlera de MotoGP, on parlera d'endurance évidemment avec une figure locale de la discipline, le recordman des participations aux 24 heures du Mans, Gérard Jolivet. On parlera aussi d'essais avec cette nouvelle Ninja 400. Et on parlera de motos françaises. Les marques françaises existent bel et bien encore. Nous les avons rencontrées avec Rodson et avec Furion, une marque de moto hybride. Venez avec moi, le sommaire est alléchant. On est donc au cœur de la concession Kawasaki au village moto de Nantes et pour nous accueillir, comme la semaine dernière, on avait vu l'interview de Lorenzo sur la place Lorenzo au cœur du village moto de Nantes, Bertrand Massé, le directeur du groupe, on dit chef de village aussi. Chef de village parce que dans un village, il faut bien un petit chef, un peu à la façon Astérix et Obélix. Merci de nous accueillir Bertrand. Avec nous également Patrick Marchal, le patron, directeur général de Kawasaki France. Merci d'être venu Patrick. Merci David et merci à Bertrand de nous accueillir ici. Avec nous également, comme chaque semaine, Eric Sélis qui va nous commenter toute l'actualité de la moto. Salut Eric. Salut David, bonjour messieurs. Donc nous sommes au cœur du village moto. Bertrand, le village moto, c'est un concept qui remonte à quand? C'est un concept qui remonte à 2001, qui a été créé par mon père, donc c'est une aventure familiale, Jean-François Massé, et qui a créé en fin de compte cet ensemble de 5 bâtiments et qui regroupe plusieurs concessions, dont celle Kawasaki, mais qui regroupe aussi une concession Suzuki, Indian, Triumph, KTM, Kymco et puis une autre Honda aussi. Alors quand on entre ici, on sort du rond-point, on est au Forum d'Orvaux et c'est un vrai petit village, c'est-à-dire il y a des rues et depuis la semaine dernière, il y a une place Roré Lorenzo. Tout à fait. Une idée d'un de nos clients qui nous avait mis un petit commentaire à la mort de Nicky Hayden et qui nous avait dit ce serait sympa d'avoir un lieu commémoratif par rapport à Nicky. Et puis on n'avait pas eu le temps et puis du coup après c'était un peu trop tard. Et du coup on s'est dit tiens pourquoi pas faire une place Jorge Lorenzo pour sa venue. Et puis je pense qu'on va continuer sur cette lancée à nommer au fur et à mesure nos rues et nos places. Patrick, vous êtes fier chez Kawasaki d'avoir cette concession ici au cœur du village? C'était au début d'ailleurs. Oui, bien sûr, complètement. L'histoire Kawasaki à Nantes est très très ancienne et moi j'avais rencontré au moment du démarrage du projet le père de Bertrand, Jean-François. On avait regardé son projet et c'était extrêmement novateur. En 99-2000, quand il a eu l'idée de lancer ce village moto, c'était vraiment quelque chose de totalement exceptionnel. Donc, bien évidemment, on est très très content d'être ici dans ce magnifique showroom et avec une équipe super dynamique. Ouais, et puis une équipe dynamique, on a vu Lorenzo, Eric, on a vu des motos d'endurance aussi à l'entrée de la concession. Oui, il y a quelques motos d'endurance qui font partie de l'historique Kawasaki, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Mais effectivement, je pense qu'on ne peut pas parler de Kawasaki sans parler en général de compétition, que ce soit l'endurance, la vitesse ou le motocross, parce qu'il y a aussi une grosse implication en championnat du monde de motocross ou même aux États-Unis où la marque est très présente. Alors Patrick, les nouveautés Kawasaki, c'est une belle année pour la marque, beaucoup de nouveautés, la Z900 RS dans sa version qu'a fait ici, la H2SX que l'on voit aussi derrière nous, la ZX10R SE, la Z900 permis A2. Ouais. Ninja et 400. la Ninja 400, donc, qui est passée de 300 à 400 cm3. Ces nouveautés, c'est une année plutôt riche pour Kawasaki. C'est une année à nouveau riche parce qu'en fait, depuis plusieurs années, on a eu des nouveautés produits chaque année de façon importante. L'an dernier, renouvellement complet de la gamme Z650, Z900 et tous les modèles qui sont passés en Euro 4, donc c'était une partie importante. Kawasaki a organisé récemment une présentation de sa gamme A2. Nous y étions, c'était en Corse, on n'allait pas rater ça, et on a essayé la Ninja 400, la nouvelle Ninja 400. Regardez maintenant
cet essai de la Ninja 400. On est aujourd'hui en Corse à l'invitation de Kawasaki qui présente sa gamme A2. On est avec Antoine Coulon, responsable marketing chez Kawasaki France. Antoine, merci de nous avoir invités. Tu peux nous présenter ces motos? On a l'embarras du choix pour cette saison 2018. Donc on avait déjà 5 machines disponibles et qui cette année effectivement se voient renforcées par l'arrivée du Ninja 400 et de la Z900. Donc on a 7 motos au total qui vont effectivement permettre à tous les nouveaux venus de découvrir la catégorie A2. C'est des motos qui vraiment correspondent totalement à l'ADN Kawasaki, donc des motos qui effectivement en termes de design sont très intéressantes, technologie, passion, adrénaline, donc on retrouve tout ça dans toutes nos motos A2. On va avoir la chance d'essayer 4 catégories de motos, donc à la fois custom, trail, roadster et routière sportive. En termes de cylindrée, on va aller de 300 à 900 cm3, et puis en termes de tarifs, en fait, c'est un prisme couvert qui va de moins de 6 000 € à 9 000 €. On a donc passé la journée en Corse avec la gamme A2 du constructeur Kawasaki, une gamme très fournie. On avait choisi de s'intéresser à cette petite Ninja 400, 45 chevaux, donc elle est presque à la limite. Cette Ninja, donc, elle n'est pas bridée, à la différence de la Kawasaki Z900 par exemple. La Z900 a été rabaissée à 95 chevaux pour qu'à la moitié, elle puisse être bridable, parce que c'est la réglementation, donc à 47,5 chevaux. Celle-ci, elle fait donc 45 chevaux, 163 kg. C'est une évolution de la Ninja 300. La Ninja 300, c'est la fameuse sportive Kawasaki avec le bicylindre qui fait maintenant 399 cm3. Kawasaki en a profité pour changer à peu près tout sur cette moto, donc le châssis, le moteur, un nouveau bicylindre parallèle, et au niveau du châssis, c'est une très bonne surprise. On avait essayé la Ninja 300, on a pu piloter cette Ninja 400 sur les petites routes corse derrière Bruno Langlois qu'on écoute tout de suite. Tu peux nous rappeler ce que tu as fait exactement avec Pipepeak, ton palmarès? Pipepeak, j'y ai participé 6 fois, j'ai fait 5 podiums et 2 victoires. Bruno, on est avec la gamme A2 de Kawasaki. Est-ce que ça manque pas un peu de puissance ces motos? Moi, je trouve qu'il y a tout à fait la puissance pour se faire plaisir sur les routes corse. Après, ce qu'il faut, c'est avoir une bonne partie cycle et un pilote qui sait s'en servir. Tu confirmes qu'il n'y a pas besoin d'énormément de puissance pour se faire plaisir sur des petites routes comme celle-ci? Tout à fait. Avec une moto qui a une puissance raisonnable, il suffit que la moto ait des qualités routières qui soient convenables, c'est-à-dire que ça freine et que ça tienne un peu la route, et tu te fais bien plaisir à te promener en Corse en moto. Voilà. Toi, avec une moto comme ça, de limitée, à 47 chevaux, tu penses que tu peux tenir une 1000 de 200 chevaux sur des routes non, comme ça? Alors, déjà 200 chevaux, tu ne peux pas t'en servir sur la route, ça ne sert à rien. Et je préfère une moto que je peux exploiter qu'une moto que je subis. Voilà. Merci Bruno. Bruno nous a emmenés sur les petites routes corse durant toute la journée autour d'Ajaccio, autour du golfe d'Ajaccio. Et on était en compagnie de youtubeurs, donc on s'est bien amusé avec les youtubeurs. Et il y en a un en particulier qui connaît très bien cette Ninja 400. Enfin, il connaissait très bien la Ninja 300 et il a pu découvrir cette Ninja 400. On l'écoute, il s'appelle Lord Puma, il est très connu des youtubeurs et il nous donne son avis sur cette nouveauté. Ma copine a la Ninja 300 depuis maintenant quasiment 2 ans pour son permis A2. Ouais. J'ai pu l'utiliser un bon nombre de fois pour aller dans les virages à droite, à gauche, freinage, vraiment la mettre dans tous les sens. T'as fait combien de kilomètres avec la 300? Pas mal. Ouais, je pense facilement, entre 5 et 8 000 bornes, facilement. Le problème de la Ninja 300, c'était son freinage, ouais, sa suspension avant. D'accord. Suspension arrière, ça allait encore. L'autonomie, c'est un tracteur, hein, c'est vraiment un tracteur. On peut vraiment avoir 350 km d'autonomie en ouvrant en grand. Donc, et l'avantage qu'il y a, c'est que déjà, on est sur des petits pneus, entre guillemets. Donc l'entretien, quand il faut changer un train de pneus, ça coûte beaucoup moins cher pour le jeune permis A2 qui n'a pas forcément les moyens de se payer un Z900, on va dire. Et non, en lui-même, après, bon, pour les grandes personnes, c'est sûr et certain de toute façon que la bulle avant sert quasiment à rien. Je ne sais pas si c'est le même freinage, mais là, sur celle-ci, c'est top. Le châssis, il est génial. Les 7 chevaux en plus, c'est que du bonheur. Le poids en moins, pareil. Non, franchement, je pense que c'est un petit couteau suisse pour le permis A2. Elle va faire très mal, hein, franchement. Puis l'avantage, c'est qu'on n'est pas bridé, quoi. Ce qui est bien avec celle-ci, c'est que le jeune permis A2 qui veut une KO absolument et un petit bicylindre, il part là-dessus, il n'y a rien à changer.
Les tops et les flops, on en parlait avec Patrick tout à l'heure, la progression du marché moto en France. C'est vraiment une bonne nouvelle, Eric, la progression de ce marché. Je pense que pour tous les professionnels, c'est une bonne nouvelle, ne serait déjà pour les concessionnaires, les vendeurs, toutes marques, mais aussi pour tout ce que ça génère derrière, c'est-à-dire les équipementiers, les fabricants de casques, enfin bref, pour toute la profession. Je pense qu'on ne peut que se réjouir. Maintenant, il faut attendre aussi, parce qu'on a eu quand même des périodes difficiles avec la neige. Il va peut-être y avoir l'effet boomerang dans les prochaines semaines, mais j'espère que sur la durée de l'année, ça sera positif, surtout qu'en fin d'année, il y a un rendez-vous d'importance, c'est le salon qui revient sur Paris. Donc là aussi, j'espère qu'il y aura un effet de boost par rapport à cet événement. Et on enchaîne avec notre premier flop, c'est les teams français qui ne sont pas retenus aux 24 heures du Mans. Certains teams emblématiques, et c'est étonnant qu'ils ne soient pas retenus, mais il y a des raisons à ça, Eric. Oui, après c'est toujours peser le pour et le contre. On a parlé de l'ouverture du championnat du monde d'endurance, donc on a besoin de noms. C'est pas chez Kawasaki qu'on va dire le contraire avec l'arrivée de Randy Depugné. C'est vrai que ça a boosté le plateau. Tout le monde était autour de Randy quand il a fait sa première course d'endurance. Maintenant, le comité de sélection n'a pas forcément la culture moto. Voir des teams comme Cotard Moto être écartés alors qu'ils ont en plus du palmarès. Cotard Moto, Alain Cotard, c'est pas n'importe qui non plus. Une présence forte. MB Motors aussi, pas loin d'ici. Du Mans, ils sont du Mans. Voilà, le Team 24 aussi qui était régulièrement aussi aux places d'honneur dans sa catégorie, fait que ça fait grincer des dents. Après, on a des noms, comme on l'a dit, on les a soulignés. Manuel Poggiali qui est champion du monde 125, champion du monde 250. C'est sûr que pour un promoteur, ça attire plus la lumière qu'un team qui a un passé, malheureusement, mais qui, pour le grand public, ne va pas parler. On va noter ça. Eric, un autre flop, alors là, ça nous touche. À la veille de l'enregistrement de cette émission, on a perdu notre ami Stéphane Van Gelder dans un accident de la circulation. On adresse toutes nos condoléances à sa famille. C'était particulièrement choquant. C'était un accident. Stéphane Van Gelder, c'était le reporter de Grand Prix de Motojournal pendant de nombreuses années. Et on est encore sous le choc. Alors, à la diffusion de cette émission, ça fera quelques semaines. Mais quand même, le choc restera intense. C'est un accident de la circulation sur une petite route au bord d'un lac en Italie. Et ce n'est pas la première fois. Nicky Hayden était décédé aussi sur des petites routes en Italie. C'est un peu dangereux parfois, Eric. Oui, enfin les circonstances pour Nicky Hayden, a posteriori, on a su qu'a priori il avait grillé un stop à vélo. Donc là, on est sur d'autres choses. On enchaîne sur le débrief sport avec des invités de qualité, un invité particulier, un personnage de la région nantaise dont on parlait tout à l'heure. Le recordman des participations aux 24 heures du Mans, Gérard Jolivet. La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Le débrief sport Kawasaki et le sport, c'est une longue histoire. Patrick, on en parlera tout à l'heure. Tout d'abord, on accueille Gérard Jolivet, une figure du sport dans la région nantaise. Salut Gérard. Bonjour David. Tu as commencé sur Kawasaki ? Oui, en 1982, les 24 heures du Mans, sur une Kawasaki. 1983, 1984 avec Scratch Moto. Ouais. Et puis toujours, on est repassé chez Motorep sur une 750 Suzuki. Voilà, c'est ça. D'accord. Moi, je t'ai connu bien sur la fin plutôt de ta carrière. Tu es recordman des participations aux 24 heures du Mans, Gérard. Et on avait fait la dernière ensemble. Oui, effectivement, en 2006. Bon, c'était pas allé jusqu'au bout, mais on l'avait fait. On l'avait fait. Tu avais quel âge à ce moment-là pour ta 25e et dernière participation aux 24 heures du Mans? Ouais, ça a commencé à dater. J'avais 49 ans et je pense que c'était là. Mais le signe avant-coureur, c'était que j'étais le moins rapide des trois pilotes, avec toi David, qui était plus rapide que moi. Donc c'était le signe qu'il fallait arrêter. Ouais, alors que quelques années avant, tu m'avais mis une véritable fessée en Triomphe TT Cup, Gérard. Ouais, c'était bien avant, c'était en 2001. Effectivement, j'avais gagné la Coupe Triomphe à l'époque. Voilà, Gérard Jolivet avec nous. Patrick, le Kawasaki et l'endurance, c'est une longue histoire. Vous engagez encore 3 pilotes de pointe cette année aux 24 heures moto et aux autres courses. Oui, complètement. Et quand tu dis c'est une longue histoire, je pense qu'on peut remonter à quasiment 50 ans. Donc il faudrait refaire le détail précisément, mais je pense que
Kawasaki et la compétition en France, ça date de Xavier Maugendre qui avait vraiment investi la société dans la compétition à l'époque. Les pilotes cette année Alors les pilotes, Randy, bien évidemment. Randy Depugnet. Randy Depugnet, on ne le présente plus. Venu du MotoGP, voilà. qui fait des miracles en endurance. Il fait des courses de GP pendant 24 heures. On a l'impression qu'il est totalement inusable. Ça, c'est absolument incroyable. Jérémy Guardoni également. Et puis Mathieu Ginès, qui seront donc les 3 pilotes titulaires. Et puis Morgane Bercher en pilote remplaçant en cas de besoin. Donc 4 excellents pilotes pour cette saison 2018. D'accord, on va suivre ça. Alors cette saison justement, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, mais elle a vraiment mal débuté au Bol d'Or. À la base, vous deviez faire un programme comme on en a vaguement parlé tout à l'heure, franco-français, c'est-à-dire 24 heures du Mans Bol d'Or, ou en tout cas dans la chronologie Bol d'Or 24 heures du Mans. Finalement, vous avez pris la décision de vous engager sur les 24 heures du Mans, l'Allemagne et la Slovaquie, c'est ça? Et absolument. Par contre, Suzuka, c'est à voir, ou est-ce que ça sera définitivement non? Alors Suzuka, c'est définitivement non. En fait, on a choisi de se concentrer sur les 4 courses européennes, sachant que Suzuka, c'est une course où la probabilité de victoire est extrêmement réduite. Ou le point coûte cher. Le point coûte cher, oui. Voilà. Le point coûte très cher et effectivement, compte tenu de la distance, c'est une course qu'on a décidé de ne pas faire et de se concentrer sur les 4 courses d'endurance et de ne pas s'investir comme l'année dernière sur le French Superbike cette année. Les 24 heures du Mans, l'endurance, mais aussi Kawasaki est très impliqué en mondial Superbike avec 3 titres successifs pour Johnny Ray. Il a commencé la saison un peu plus difficilement, mais il a gagné en Thaïlande. Oui. Est-ce que vous ne dominez pas trop outrageusement cette catégorie, Patrick ? Est-ce qu'on peut dire qu'on domine outrageusement? Je ne sais pas. Non, je pense que le Kawasaki s'est beaucoup investi sur le Superbike au niveau mondial et l'investissement paye et je pense que tout le monde essaye aujourd'hui et depuis plusieurs années de rattraper Kawasaki sur ce terrain-là. Et pour l'instant, ou en tout cas jusqu'à fin 2017, on avait encore gardé l'avantage. 2018, on verra. Bon, les réglementations ont un peu évolué. A pas mal changé. Sur les dernières courses, notamment celle de Thaïlande, on a vu quand même que le gap s'était réduit et Johnny Ray, mais il a gagné, mais il a quand même eu du mal à s'imposer. Donc on va attendre parce qu'à partir de 3 courses, il y a des nouvelles réglementations qui vont rentrer en vigueur pour compenser les manques de certains. Donc ça risque vite de tourner à l'usine à gaz. Mais il y a une relation de cause à effet, c'est que Kawasaki n'est pas présent en MotoGP, les autres marques y sont, et en fait en Superbike, Kawasaki est impliqué officiellement, les autres marques sont impliquées au travers de structures. Tenket chez Honda, Ducati c'est le team Aruba, c'est pas la structure vraiment officielle, etc. Donc il y a aussi le travail qui paye de l'usine, quoi. Ouais. Complètement. Alors justement, Eric, tu disais que Kawasaki n'est pas impliqué en MotoGP. Kawasaki manque au MotoGP. Hervé Poncharal a un petit message à envoyer. Hervé Poncharal qui a signé, on le rappelle, chez KTM pour l'année prochaine, son team Tech 3. Et Kawasaki lui manque. Donc il nous a envoyé un petit message. On regarde ça. Comme on dit, plus on est fou, plus on rigole. Plus il y a d'acteurs différents sur la grille, plus le championnat est excitant à suivre sur le plan sportif et aussi sur le plan technique. Donc Kawasaki nous manque, on aimerait qu'il soit là. Après la décision, elle est leur. Aujourd'hui, ils sont engagés dans le championnat Superbike où ils gagnent tout depuis 3 ou 4 ans, où ils écrasent la concurrence, que ce soit avec leurs 2 pilotes et leurs machines. Il n'y a pas eu de signe, de ce que je sache en tout cas, important de leur désir de revenir. C'est clair que entre avoir une machine dérivée de la production et gagner en Superbike et arriver en MotoGP avec un prototype, ils connaissent la différence, que ce soit au niveau de l'engineering, que ce soit au niveau de la technologie, au niveau des investissements financiers. Et la balle est dans leur camp, à eux de peser le pour et le contre. On aimerait vraiment bien qu'ils soient là, c'est évident. Alors on regarde tout de suite le débrief sport de Michel Turcot du Grand Prix d'Argentine.
tour de chauffe, on se remet sur la grille. Là, donc, il n'y a pas de mécanicien puisque c'est une procédure accélérée. Et Marquez cale. À ce moment-là, il ne sait pas trop quoi faire. Un des marshals qui est là, lui, ne sait pas non plus quoi lui répondre. Un autre lui fait un signe de la tête, lui disant ben, remets-toi sur la grille. Donc il fait demi-tour, puisqu'il a poussé sa moto tout seul. Il se replace sur la grille. Et là, le départ est donné dans la confusion. Personne ne comprend trop. Et finalement, on décide de le pénaliser, de lui donner un ride-through. Donc il doit repasser par la voie des stands. Et voilà, donc ça c'est le début de l'histoire de ce Grand Prix d'Argentine chaotique. C'est évidemment ce qui s'est passé, ça l'a un peu tendu, d'autant que bon, ce Grand Prix il est pour lui. Vendredi c'était lui le plus rapide, les Honda étaient au-dessus du lot. En 2 tours il est en tête, il a rattrapé les 20 mètres d'avance qu'avait Miller sur la grille. Au 7e tour on lui dit là il faut t'arrêter Coco parce que tu n'aurais pas dû prendre le départ d'où tu l'as pris, donc il obtempère, il repasse par la voie des stands, il ressort, il est dernier, donc là on imagine dans sa tête ça fume. Donc il part au charbon, il est 1 seconde plus vite que tout le monde, donc bon, il s'empresse, il percute Espargaro. Donc pour ça, il prend une pénalité, il doit rendre une position, donc il laisse passer Luthi, il laisse même passer 2 pilotes parce qu'il a peur de s'être trompé. Et il repart, et bon, alors il est bouillant, il touche Rabat, et puis il arrive à 5 tours de l'arrivée pour s'emparer de la 5e place de Rossi, où ben voilà, il touche. Il a touché une plaque d'humidité, il a bloqué l'avant, en relevant sa moto il a touché, et voilà, les deux sont écartés, Rossi est allé dans l'herbe, il est tombé. Pour lui, ce sont des faits de course. Alors il reconnaît qu'il s'est trop empressé, donc il n'avait pas besoin de se précipiter autant. À l'arrivée, on le voit aller s'excuser auprès de l'équipe de Rossi. Là, il se fait virer du garage Yamaha, et là c'est le début de l'histoire. Alors Rossi, il a eu des mots très très durs. Rossi, carrément, il accuse Marquez d'être trop dangereux, d'essayer de faire mal aux autres et de les percuter délibérément. Alors personnellement, je ne pense pas que Marquez ait voulu faire tomber Rossi. Je ne pense pas qu'il a envie de faire mal à ses adversaires. Ça, il a dit qu'il n'a jamais percuté délibérément un autre pilote. Voilà. Après, Marquez, son problème, c'est que c'est un pilote qui est trop agressif. Aujourd'hui, il est tellement plus rapide que les autres qu'il n'analyse pas le niveau de performance de ses adversaires et leur vitesse. Donc là, il y a un problème de jugement, et donc il mérite d'être sanctionné. En Moto 2, il s'est souvent comporté comme ça. C'est vrai qu'il n'a pas été, on lui a peut-être pas assez souvent remonté les bretelles. Là, son équipe a encore été, je trouve, très indulgente à son égard. Voilà, en tout cas, Rossi, encore une fois, il a dit j'ai peur, et puis il a surtout dit que Marquez se tienne loin de moi et que plus jamais il ne me regarde en face. Dans le dernier tour, on s'est dit, bah, ça y est, cette fois c'est pour lui, mais bon, non, c'était pour Crutchlow. On l'a dit, les Honda, le vendredi, étaient beaucoup mieux sur le sec. Johan, lui, était en difficulté le vendredi après-midi. Il se plaignait de problèmes de motricité. Son équipe, en analysant les datas, a estimé que la moto avait du mal à se ralentir. Donc, on a changé complètement les réglages du train arrière de la moto. Malheureusement, le samedi, il a plu, donc impossible de les essayer. Le samedi matin, c'était encore mouillé. Donc, en fait, Johan, il a pris le départ avec une moto qu'il ne connaissait pas, des réglages qu'il ne connaissait pas. Donc, faire ce qu'il a fait avec quelque part à l'aveugle, c'est encore extraordinaire. La victoire, elle est vraiment proche. Alors peut-être pas Austin parce que c'est pas forcément le circuit pour la Yamaha. Par contre, ensuite on se souvient ce qu'il a fait à Jerez, et puis après il y a le Mans. Donc là je pense qu'au Mans ça va être le feu, et je pense que Claude Bichy doit déjà se frotter les mains. Là, on a Crutchlow en tête, un Britannique en tête du championnat de la classe reine. Ça s'était pas vu depuis Barichine il y a une quarantaine d'années, je pense. Les favoris, ils n'ont pas marqué beaucoup de points. Marquez, il en a marqué 0 puisqu'il a pris 20 secondes de pénalité pour finir pour ce qui s'est passé avec Rossi. Donc il termine hors des points juste devant Valentino qui a pu lui aussi repartir. Dovizioso, un week-end compliqué, il finit 6e, mais bon, il se retrouve, il est 2e du championnat. Et puis on a en 3e position, on a Johan. Voilà, qui est là, régulier, performant, et qui n'a pas fini de nous surprendre. Merci Michel, merci beaucoup pour ce débrief du Grand Prix d'Argentine. On revient à l'endurance, Gérard. Tu avais un casque un peu particulier, Gérard, à l'époque, un ballon de football, référence au Canaries nantais, évidemment. Oui, alors l'histoire était un petit peu particulière. On connaissait Philippe Daguillon, qui est décédé il y a très peu de temps, qui était le kiné du FCN et qui était client aussi chez Motorep.
Et on avait sympathisé avec lui et les joueurs de foot ont voulu nous parrainer. Donc il y a un joueur de foot qui m'a dit, tiens, ton casque, il ressemble à un ballon de foot. Et à côté de moi, il y avait quelqu'un qui était peintre et qui me dit, Gérard, je te le peins comme un ballon de football. Et l'idée a germé, on l'a laissé comme ça et maintenant tout le monde me reconnaît sur la piste avec le ballon de football. Au début, à tes débuts, tu roulais à deux. Vous rouliez à deux? Ah oui, les premiers. Alors j'ai commencé par le Boulder en 81, puis les 24 heures du Mans en 82 et c'est en 83 qu'on est venu à 3 pilotes. D'accord. Et c'est vrai que on roulait à deux, c'était un petit peu normal. Alors ça nous a fait tout drôle de rouler à 3 puisqu'on se voyait. Alors qu'avant, on se disait au revoir à 15h et on se retrouvait à 15h le dimanche après-midi. Ah oui, parce que vous n'aviez que quelques secondes. Ah oui, tout va bien, la piste est claire, les pneus vont bien, ou au contraire, Ton meilleur résultat, Gérard, aux 24 heures? Alors, il y a deux bons résultats. Il y avait 5e en 85 avec Motorep. La première année, on le fait avec Motorep. Et le meilleur, en fait, c'est en 89 où on finit 4e. 4e au général. Merci messieurs, on parlait de casque, on parlait de peinture de casque, Gérard. On va passer à une nouvelle rubrique, c'est le portrait express d'un motard. Et justement, il s'agit d'un motard un peu particulier qui peint des casques, mais c'est un vrai artiste peintre. Bonjour, je m'appelle Chamizo, je suis artiste peintre. Je fais également de la sculpture et je peins sur à peu près tous les supports. Disons que dans les années 70, comme pas mal de jeunes qui étaient assez politisés, si tu veux, on avait des familles qui avaient connu la guerre, il y avait eu des résistants, des machins. Donc moi je croyais que pour être un mec, il fallait avoir des burnes comme des ballons de rugby. Donc voilà, j'ai connu un des fondateurs d'Action Directe, il était hippie, j'ai fait de l'agitation politique, j'ai attaqué des banques, enfin, je cherche pas à me filer une médaille. N'empêche qu'il y a quand même une tarte aux banquiers, vu ce qu'ils nous font. Ah ouais, j'ai fait 17 ans de prison. Ah ben, j'ai fait plus que du street art en prison, les mecs qui peignent un métro, moi j'ai peint une tôle, j'ai écrit les droits de l'homme dans la prison. Alors la moto, écoute, ça a commencé par un démobilette, hein. C'était la T20 d'abord, puis après la 350, puis après sont arrivés les 500 Kawa, les 4 pattes Honda. C'est un des rares endroits où je me sens bien dessus, tu vois, où je me sens libre, en mouvement dans l'espace, t'as chaud au meule, rien que t'entends le moteur, t'as les jantes qui vibrent, voilà quoi, c'est la bécane. La Harley, si tu veux, c'est la moto avec laquelle j'ai traversé la France avec mon fils quand il était petit, tu vois. Et j'ai 135 bourrins à la roue arrière, c'est pas mal, tu vois. Ça suffit quand même pour envoyer un peu de gaz. J'aime pas l'idée que ça soit pas dangereux. Parce que tu peux pas faire voir si tu as des burnes ou si tu n'en as pas. Si jamais tu te casses la gueule à 300, que tu es dans un multispire, bim, bloum, bloum, tu te réveilles. Tu vois, je veux dire, est-ce que quand tu risques de ne pas te relever, c'est là que les burnes... Tu vois, je veux dire, c'est qu'une question de couilles et d'adrénaline. Les mecs, pour sonner con, on fait la guerre, on prend des risques en moto, parce que c'est notre nature humaine. Hein. Je dis pas que c'est bien, c'est comme les corridors ou les matchs de boxe. N'empêche que des fois, ça fait bien bander. Et la moto, c'est dangereux, soi-disant. Mon pire accident, je l'ai eu, j'étais arrêté, c'est un mec bourré qui m'a roulé dessus. Il n'y a pas de règle. Marquez, je l'ai fait dernièrement, mais bon, Marquez, c'est un phénomène, mais en même temps, bon, Rossi, c'est un phénomène. Il faudrait presque tous les faire. C'est pour faire un clin d'œil à Lorenzo, à Chupa, là. C'est Chupa Chup, son truc. Mais regarde, tu regarderas bien, c'est un casque intégral. C'est son casque que j'ai mis en sucette. Bon, alors les casques, ce qui m'a amusé, bon, moi j'ai un travail, un jour je me suis amusé à peindre des téléviseurs. Bon, les casques ou une moto, c'est pareil. C'est-à-dire que tu dois adapter ton travail à un volume qui s'y prête pas, en fait. Mais c'est pas la majorité des casques, t'as un graphisme dessus, genre camouflage quand c'est à mode du camouflage, genre truc tribal quand c'est à mode du truc tribal. Alors déjà, votre émission, le truc qui me plaît bien, c'est sans concession. Parce que moi, en matière d'art, tu vois, j'ai jamais fait des tirages imprimés sur toile et tout ça, et c'est sans concession. Je veux que les gens aient un vrai dessin, un vrai truc. Et sans concession, c'est le vrai goût de la vie. Si tu commences à faire des concessions, tu glisses un ongle et tu finis, il te manque les deux bras. Voilà sur quoi je conclurai. Et bonne chance à l'émission, bonne chance à tout le monde. Voilà, sacré phénomène ce Didier Chamizo. On passe tout de suite au débat avec les constructeurs français. Les motos françaises existent encore, nous les avons rencontrées et nous avons rencontré Jean-François Robert, un Nantais
tu es d'ici et tu as créé la marque Roadson. Salut Jean-François. Oui, bonjour David. Oui, nantais. Du Pèlerin exactement, à 18 km. Avec nous, Marc Evnis également, Marc, créateur de la marque Furion. Toi, tu n'es pas nantais, tu es du Mans et je te remercie d'avoir fait le crochet par Rennes pour passer me chercher. Non, je t'en prie David et merci de m'avoir invité en tout cas. Jean-François, la marque Roadson existe depuis quand? Alors en fait, j'ai fait ma première moto il y a 26 ans. Je l'ai appelée Tucson. Et puis j'ai déposé le nom en 1994. 9 ans après, Hyundai a déposé le même nom et au terme de 5 années de procédure, j'ai été spolié. Voilà, oui. Et donc j'ai dû changer le nom de mes motos. Je les ai appelées Roadson. Ça saute bien aussi, hein. Bon bah alors voilà. On est parti. Les Roadson, on en reparle tout à l'heure. Marc, Furion existe depuis quand? Furion, c'est une histoire qui commence en 2015, exactement. Et là, nous sommes créés depuis peu en tant que société. Alors, ce sont des marques françaises, on en parlera tout à l'heure. Les marques françaises existent depuis très longtemps. La France a été même en pointe dans l'industrie moto. C'était au tout début du siècle dernier. Et Jérôme Pat nous raconte l'histoire rapide de ces motos françaises. L'âge d'or de la moto française commence au début de l'histoire de la moto, puisque c'est en France avant 1900 qu'est breveté le nom motocyclette, qui caractérise une bicyclette à moteur sans pédalier. Les frères Peugeot, qui vont dominer cet âge d'or, créent leur propre moteur atmosphérique à soupape d'admission en 1903. L'âge d'or est à son apogée dans l'entre-deux-guerres. S'il connaît nombre d'acteurs parfois farfelus comme Majesty et sa moto-voiture, ou Blériot plus connu pour ses prouesses en avion, certains émergent comme Monet Goyon, dont la ZS gagna quasiment tous les titres nationaux dans les années 20. Motobécane, qui sort son premier modèle MB1 en 1929, René Gillet et son indémodable V-Twin, Dax, dont la 350 cm3 fut la star du Salon de Paris en 1932. Ou encore Nomérone, dont un modèle battra en 1937 à Montlhéry 24 records du monde aux mains de Georges Monneret. On n'oubliera pas Terreau, bien sûr, à l'origine fabricant de machines à tisser, qui reste à ce jour le plus gros constructeur historique français de deux roues motorisées, de moyenne et grosse cylindrée, avec 600 000 exemplaires vendus. Nous avions tourné dans l'usine MBK de Saint-Quentin, où étaient fabriqués les MBK, marque qui s'est arrêtée maintenant, oui, fleuron de l'industrie française. Oui. Et Éric de Seine, le patron de Yamaha Europe et donc de feu MBK, nous avait guidés dans cette usine. X-Pac 125, X-Pac 250 et X-Pac 400 ont été rapatriés ici depuis 2012. Avant, ils étaient produits en Espagne et on a rapatrié donc la production ici à Saint-Quentin, où on a 3 lignes de production pour les 50, les scooters de grosse cylindrée et les motos. En 1984, puis en 1986, Yamaha a repris le contrôle de cette usine. C'était vraiment pour montrer la volonté du groupe à s'implanter durablement en Europe et ne pas faire que vendre, mais aussi produire. Et on est le premier employeur ici de la communauté de communes de Saint-Quentin. Donc en termes d'emploi, c'est très significatif. Pour la première fois, on relocalise ici en France et en Europe un produit qui initialement était produit en Indonésie, en Asie. Il s'agit du X-Max 300, qui est la plateforme qui sert à ce 125 cm3 et au 400. Mais on a réussi à négocier avec le groupe grâce à la qualité de production qu'on a maintenant ici à Saint-Quentin, qui est sur un niveau de qualité équivalent au Japon. Et la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre? Alors le coût de la main-d'œuvre impacte toujours, mais malgré tout, on a réussi à faire en sorte qu'on puisse produire maintenant le nouveau moteur 300, qui est un moteur global mondial. On le produit chez Minarelli pour le modèle 2018, et MBK va maintenant produire y compris le 300, ce qui va nous permettre d'améliorer certains détails de finition qui correspondent plus au goût européen qu'au global et au goût asiatique. Merci donc MBK. Bon, les marques françaises, c'est difficile pour elles, notamment Vauxhall qui a disparu il n'y a pas si longtemps. Oui. Il nous reste encore, alors le plus gros c'est Sherco aujourd'hui, qui fait 30 millions de chiffres d'affaires annuels. Donc il ne donne pas le volume de production, mais ça doit bien faire 5-6 000 motos par an quand même. Et puis après, on tombe nettement en dessous avec Boxer,
qui fait les Brou Supérieur. Ouais, qui a repris le marché Brou Supérieur, exactement. Voilà, donc en fait on est plus dans le très haut de gamme là, et Midwall qui produit quelques unités non loin d'ici, à Angers. Alors on avait rencontré un des propriétaires de Midwall, notamment lors du week-end où nous avons rencontré Lorenzo, ici. C'est un ami à toi, Norbert Leménélec, il est du coin. Hein. Oui. Il n'est pas sudiste. Hein. Non. Et on lui a posé 2-3 petites questions sur sa Midwall, une machine à quoi, 150 000 130 Oui, c'est ça, à peu près 150 000 euros. Je crois que c'était même plus, voire 170 000, je crois. C'est du luxe. Alors, c'est selon les options oui, après. Voilà. Oui. Ok, on écoute Norbert. Norbert, c'est à toi cette moto? Oui, tout à fait. Et alors, tu l'as acquise quand? Alors, c'était en juillet l'année dernière, soit le 4e prototype de Midwall, soit la première de la première série. D'accord. Je préfère l'appeler plutôt le 4e prototype, puisqu'en fait la première série, et pour l'instant ce ne sont que des précommandes, ou des commandes d'ailleurs, mais pour l'instant la seule moto vendue à un client lambda, c'est celle-là. C'est toi. Voilà. Et elle roule comment? On veut savoir. Eh bien, avec de l'essence aussi. Comment elle se comporte? En fait, c'est une moto, c'est un bicylindre qui se comporte comme un 4 cylindres, c'est-à-dire c'est une moto très très souple malgré que ce soit un bicylindre. C'est une partie cycle incroyable, une moto très très agréable, dans le sens où elle est faite pour la balade, elle est faite pour le sinueux, tout ce qu'aime un motard en fait. Hein. Ouais. Alors faut pas avoir envie de rouler à 250 avec, parce que d'abord ça va pas être possible, puisque c'est pas sa vitesse de pointe d'une part, et d'autre part on prend tout dans le buffet. Un roadster. Alors à 140 on est bien. Bah, merci, hein, merci. C'est quoi la partie que tu préfères toi? La petite partie que tu préfères? Je crois, un peu comme tout le monde, les compteurs qui sont sur le réservoir. Merci Norbert. Merci Norbert. Avec toi Marc, tu m'as dit tout à l'heure que le luxe était une des options majeures pour percer en France auprès des investisseurs. Oui, disons qu'on est considéré comme le pays du luxe, et même au regard des industries, on a tendance à nous orienter dans ce domaine, dans la mesure où ça satisfait aussi des retours sur investissement assez rapides. Pour avoir une vocation de lancer une grande marque, ce sont aussi des chemins un peu différents qu'il faut entrevoir, puisque ce sont des retours sur investissement qui sont bien plus longs. D'ailleurs, si on reprend le modèle économique de Tesla, on est sur des retours d'investissement qui ne sont pas encore tout à fait pérennes, mais qu'on doit adopter aussi en France sur des politiques d'investissement pour pouvoir faire émerger des grandes marques. Nous, on se positionne aux alentours de 35 000 euros. À peu près, puisque on n'a pas les capacités de production non plus d'un grand constructeur actuellement, donc on a beaucoup plus de marge artisanale, disons. On a moins de pouvoir de négoce aussi par rapport à certaines pièces, donc ça impacte directement le prix. Mais c'est aussi une image de marque que l'on mène avant. C'est une identité visuelle, une signature, et c'est quelque chose aussi qui est valorisant. Après, le luxe, comme il est considéré, on va sur des chiffres encore bien plus élevés que 50 000 euros. Il y a un segment de consommateurs qui est dédié à ça, et il y a aussi des salons qui sont entièrement dédiés au luxe. On nous invite pour proposer justement notre modèle dans le plus bel écrin possible. Alors, on va parler de vos motos maintenant. Roadson, c'est quoi une Roadson, Jean-François? C'est une moto qui gagne en compétition, mais encore. Alors oui, ça gagne en compétition, tu es bien placé pour le savoir, puisque nous avons gagné ensemble à Carole. C'est pas pour ça, hein, je pensais plus à Vincent Houssin qui a gagné récemment. C'est un bon souvenir. Alors effectivement, cette saison, enfin là, en 2017, on a participé au championnat de Sportwin avec Vincent Houssin sur la moto qui est ici, donc avec un moteur Ducati. Il faudra enlever le casque de Gérard Jolivet, hein, parce qu'il pose une option, je crois. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Partir avec la moto. C'est déjà la sienne. Là. Et donc, Vincent nous a fait le plaisir et l'honneur de remporter absolument toutes les manches, 12 sur 12 du championnat. Alors Jean-François, la finalité, c'est quoi dans votre projet? Alors la finalité donc, du projet. Alors, cette moto, elle nous a ouvert des portes. Grâce à ces victoires, on nous a regardé différemment et on est allé frapper à la porte de Triomphe. Et puis, on leur a dit, voilà, nous, on voudrait faire une moto d'endurance, mais
on veut pas faire une moto d'endurance comme les autres. On veut reprendre un peu cette idée de moto légère. Et en fait, on veut gagner la course dans les stands en ravitaillant moins. C'est-à-dire qu'on va venir avec quasiment une Moto 2, puisque le moteur Triumph sera utilisé en Moto 2 en 2019. C'est le 796 celui-ci? Le 765. C'est le 765 celui-ci. Voilà. Oui. Et donc, et en fait, l'idée, c'est effectivement une Moto 2 au Mans, ça roule à peu près aussi vite que les meilleures motos d'endurance, mais on n'aura que 130 chevaux à alimenter. On va avoir une moto plus légère, on va user moins les pneus, on peut espérer peut-être, en tout cas au Bol d'Or par exemple, faire l'intégralité de la course avec les mêmes plaquettes de frein. Donc ce qu'on perdra dans la ligne droite, on espère le regagner dans les stands. Alors là, on est en compétition, Jean-François, mais en production. Oui. Alors en production, après, comme on va développer cette moto avec le moteur Triumph, en fait, on aura construit un châssis de Moto 2 et ce châssis, on va le proposer avec le concours de Norbert Le Ménélec. On est en train de fonder une société. Alors, il va revendre sa Midual et puis il va investir, c'est ça? Je crois qu'il va la garder et il l'aime trop. Et en fait, donc on va faire une manufacture où on va produire quelques motos par an. Pour soit des gentleman drivers, soit des pilotes qui voudront faire du Moto 2. Alors, on n'accédera peut-être pas au championnat du monde, mais c'est quelque chose qui se développe en Europe. Alors Marc, on a vu le projet de Jean-François. Vous, c'est la moto hybride. C'est pour vous la vision de la moto à moyen terme? Oui, tout à fait. En fait, la moto hybride, ça part d'un constat. C'est qu'on proposait rien d'autre au motard pour le moment que la moto toute électrique. Comme évolution technologique et écologique. Donc on s'est posé des questions, on s'est dit il n'y a pas de moto hybride sur le marché, pourquoi exactement, et pourquoi la moto hybride est plus pertinente, parce qu'elle répond aussi pour nous à un concept de mutation plutôt que de fracture par rapport à ce que l'on connaît déjà. Avec la moto hybride, vous avez l'association d'un moteur thermique et d'un moteur électrique, et pour en tirer le meilleur parti, c'est une question de mariage. Donc avec le thermique, vous conservez toutes les sensations de la moto et du moteur pour le motard. Donc vous avez cette sonorité, cette odeur, ces vibrations, ce qui caractérise en fait la moto dans de nombreux secteurs. Et l'électrique aussi pour ses avantages qui sont purement urbains, également pour leur système zéro émission, pour leur capacité d'autonomie en ville et de rendement qui est excellent. Alors en revanche, dernière question, messieurs, le moteur, il est anglais? Triumph, oui. Là pour l'instant on n'a pas de quoi faire des moteurs, encore que Sherco pourrait fournir le moteur. Oui, c'est vrai que Sherco, ils fabriquent leurs moteurs. Voilà. Alors nous, on veut accéder à cette catégorie Moto 2, donc d'où le moteur imposé Triumph, mais Midual fait son moteur, Boxer Sherco, voilà. Donc pourquoi pas? C'est possible, oui. Marc, le moteur Yamaha, pour le moment, on a tout développé autour de la Yamaha R6. Donc, pour plein d'éléments justement qui se croisaient. Moi, j'ai toujours aimé cette moto. On travaille avec MB Motors aussi, qui font un travail fantastique avec nous, une écurie qui est Mancel, oui. Et qui travaille essentiellement avec Yamaha. Donc, cette base nous intéressait beaucoup. Puisque c'est un moteur qui est performant, puissant. J'ai même un ami qui a une Yamaha R6 qui a 120 000 km. Et donc c'est quelque chose qui correspond aussi à notre philosophie de développement, puisque Yamaha a toujours expérimenté des choses des fois un peu farfelues, comme ce robot qui pilote une Yamaha M1. Motobot. Exactement, voilà. Et voilà, on pense qu'on est dans le même thème. Merci Marc, merci Jean-François. On en parlerait des heures de moto française. Ça nous amènera à un autre débat, Eric. Hein, on en reparlera. On va citer aussi également la GECO, il ne faut pas l'oublier. La GECO, on ira voir. La Transformer également. Eric Offenstadt, on ira voir. Christian Boudinot, promis, c'est promis. On reparlera de moto française avec tout le monde. Merci à tous pour ce numéro de Sans Concession ici au village moto de Nantes, et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Sans Concession. Salut à tous.